un des modèles qu'on a tous eu pendant des décennies, ce soit Picsou, c'est un problème. C'est pas ça le rapport à l'argent, c'est pas être assis sur son tas d'or. On nous embête avec le budget pour 30 milliards d'économies. Là, il y a une solution où on a besoin de personne et en quelques années, on peut récupérer 200 milliards d'euros par an de pouvoir d'achat en plus. C'est un moyen, une possibilité de rendre aux gens du pouvoir d'agir sur leur vie et d'avoir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs proches. Si vous avez appris des trucs, et si cette vidéo vous apprend des trucs, demain, formez quelqu'un. Dans les 10-15 ans qui viennent, il n'y a pas de cas où les aides publiques, les retraites, le soutien à l'économie baissent pas. C'est inévitable. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent se vendre à eux-mêmes des mensonges et y croire, nos amis politiques, s'ils veulent. La réalité, c'est qu'il y a un mur, que le mur, on y va à pleine vitesse, que les mecs qui pilotent, ils ont fermé les yeux et qu'ils attendent l'impact. Sur cette chaîne, j'explique souvent comment faire techniquement pour investir intelligemment, des guides, des formations, des outils. Aujourd'hui, devant l'urgence de prendre en main son argent, je suis vraiment très content de recevoir Mathias Bacchino, parce que lui, il aborde le sujet essentiel de l'éducation financière, mais sous l'angle plutôt émotionnel. Notre relation profonde à l'argent est dans un premier lieu une question d'émotion, de confiance, de tabou à briser, de tout ce qui se joue à l'intérieur. Bonjour Mathias. Bonjour Mathieu, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, je parle vraiment technique de comment faire, etc. Toi, tu parles surtout de pourquoi il faut le faire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, pour toi, reprendre en main son argent, c'est avant tout une question émotionnelle? Eh bien parce que l'argent, c'est un objet qu'on appelle culturel. C'est-à-dire c'est un objet qui fait partie de la culture d'une société et d'un peuple. Et c'est un objet qui est, en Europe de l'Ouest, tabou. Ça fait qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont faites et qui sont dites au sujet de l'argent et assez peu de vérité. Et je me suis rendu compte, en fait, en essayant, depuis 15 ans maintenant, d'encourager les Françaises et les Français à investir, que lorsque je leur démontrais l'importance d'investir uniquement d'un point de vue technique, je n'arrivais pas à en convaincre suffisamment. En 2020, les choses se sont inversées. En 2020, il y a eu d'un coup une demande de compréhension, une demande de solution. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens qui étaient convaincus déjà sont venus me dire « Je n'arrive pas à convaincre mes proches. Je ne sais pas comment faire pour convaincre mes amis. J'ai beau leur expliquer, ils me disent que c'est pas possible, ils me disent que c'est trop dur, ils me disent que c'est pas pour eux. » Et ça m'a plongé dans mon expérience familiale, où beaucoup de gens dans ma famille à moi me disaient « c'est pas pour moi ». Et j'ai décortiqué ce « c'est pas pour moi » et je suis tombé sur le fait qu'en fait, le tabou déclenchait une espèce de rejet émotionnel des questions d'argent. Il faut quand même réaliser que dans les années 60-70, plus des 2/3 des Françaises et des Français considéraient que l'argent est sale. Sale, t'imagines, c'est fort quand même. Et de nos jours, on est passé sous 1/3. Donc il n'y a plus que 25-30% des gens en France qui pensent que l'argent est sale. À un moment donné, je me suis dit, mais on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas en fait redonné confiance aux gens dans le fait qu'ils sont capables de s'en occuper. Et ça, peu de gens le savent, mais une de mes passions au-delà de l'éducation financière, c'est les questions de santé mentale. C'est un sujet qui est très cher à mon cœur pour plein de raisons. Et donc j'ai pas mal creusé, moi, la psychologie, le fonctionnement du cerveau humain, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Le rapport qu'on a avec nos émotions aussi. Et comment parfois nos émotions se transforment en pensées, alors même que, finalement, c'est pas la réalité. On a tous en tête un moment où on a ressenti un truc. Je donne un exemple tout simple. Tu es sur scène, d'un coup tu transpires, tu stresses, c'est une émotion, tu vois, t'es stressé. Du coup, tu vas te dire, oh, tout le monde va le voir. Et les gens vont arrêter de m'écouter et se dire que je suis pas un mec sérieux. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que personne le voit, tout le monde s'en fout, les gens t'écoutent. Et en fait, quand t'es loin sur scène, on voit pas que tu transpires. À la télé, on voit pas que tu transpires. Donc, c'est un exemple tout bête. Et donc, les gens, ils se disaient, l'argent, tu vois, ça crispait les gens. Du coup, ils pensaient, c'est pas pour moi. Et je me suis demandé comment faire pour les encourager autrement qu'avec juste une démonstration mathématique, parce que c'est très simple de faire une démonstration mathématique de investir, c'est bien. Mais si les gens continuent de penser que c'est pas pour eux, ils s'y mettront pas. Et c'est là que j'ai décidé de me concentrer, on est en 2023, début 2023, sur le rapport à l'argent au sens large. Et je me suis demandé comment faire pour être crédible là-dessus. Et j'ai demandé l'accord de ma mère. Et c'est là que j'ai commencé à parler de mes difficultés financières familiales historiques. Et évidemment, le point d'orgue, ça a été cette fameuse vidéo avec Guillaume sur Légende, sur Legend, en février 2024,
où là, j'ai eu la confirmation que avec 1 heure d'explication, la bonne explication émotionnelle du problème et du rapport à l'argent, il y a plus de 100 000 personnes qui ont commencé à investir. Et donc, moi, je crois que mon rôle à moi, c'est d'expliquer au plus grand nombre possible pourquoi c'est important de prendre son argent en main et de leur faire ressentir qu'ils en sont capables. Et après, il se trouve que tu es là, d'autres sont là, pour leur montrer comment. Et Trade Republic fournit, parmi d'autres, une plateforme pour le faire. Et ce qui manquait, vu que les politiques le font pas, c'est le pourquoi. C'est ça que j'ai essayé d'apporter moi, et il se trouve que ça a bien fonctionné jusqu'à présent. J'espère continuer à avoir de l'impact sur la population française, parce que j'ai reçu, comme toi, beaucoup de DM de gens qui me disent littéralement qu'ils se sentent mieux, en fait, parce qu'ils ont pris leur argent en main, sans en faire un espèce de dieu. Tu vois, l'argent, c'est pas un truc... Enfin, moi, je suis pas là pour l'accumuler. Un des modèles qu'on a tous eu pendant des décennies, ce soit Picsou, c'est un problème. C'est pas ça le rapport à l'argent, c'est pas être assis sur son tas d'or. C'est pas accumuler. Et d'ailleurs, l'immense majorité des gens qui ont de l'argent sont généreux. Ils font de la philanthropie, ils donnent à des associations, l'immense majorité d'entre eux. Donc, j'essaye de combattre cette vision-là de l'argent et de faire en sorte que les gens voient l'argent comme un outil, qu'ils sont capables. Je veux que les gens se sentent capables de mieux gérer, tout simplement. Et c'est tout. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils s'en sentent capables, ils ont besoin de toi, parce que comment, c'est un vrai sujet aussi, si tu veux. Et tu apportes énormément de choses. Donc, moi, je dirais pas que c'est juste technique ce que tu fais. Tu apportes aussi beaucoup de confiance aux gens, par ton expertise. Et puis, peut-être qu'un jour, il y aura des associations qui viendront peut-être nous critiquer ce qu'on fait. Peut-être que les gens vont s'organiser aussi en club d'éducation financière en province. C'est un mouvement populaire aussi. Il faut que ce soit un mouvement collectif. Et ça se voit que le mouvement est en marche et que depuis que on a commencé à amorcer ça, alors même avant moi, on va dire typiquement sur le sujet des ETF, tu vois, il y avait déjà des articles. On a une pensée pour les pionniers, si tu veux, épargnants 3.0 dans les années 2010, Nicolas Chéron pour la sensibilisation au trading. Moi-même, ma première émission YouTube date de 2014. 100% marché avec Denis Lantoine d'Investir, que j'embrasse. C'était le tout début. Mais à l'époque, les gens s'y intéressaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, c'est quand même assez fou de se rendre compte à quel point le message est passé. Alors, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Mais selon toi, comment justement on donne confiance à ces gens-là qui n'ont pas commencé à investir, n'ont pas commencé à reprendre en main leur argent et sont encore dans cette crispation par rapport à l'argent? J'ai 2 éléments de réponse à ce stade, sachant que c'est une situation dynamique, tu sais, qui évolue beaucoup. Et le premier élément de réponse, c'est le président, le chairman du régulateur polonais, qui dans une réunion m'a dit à moi, vous savez, monsieur Bacchino, si on veut que les gens aient confiance dans l'investissement, le mieux, c'est qu'il y ait du rendement. Pour ça, il faut les bonnes méthodes, et il faut un peu de temps aussi pour que on puisse avoir des centaines de milliers de témoignages de gens qui disent moi j'ai commencé il y a 3 ans, voilà où j'en suis, c'est génial, tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y aura 2% ou 3% de rendement en moyenne sur les assurances vie pour les gens et qui verront pas leur argent progresser, tant que les PER seront chargés à fond en frais, tant que... Voilà. Ensuite, ma conviction personnelle, c'est qu'on aura du mal à aller beaucoup plus loin en termes de reach des contenus que ce qu'on fait déjà, parce que on a déjà fait des émissions à la télé, y a des bouquins comme le tien et le mien qui se vendent très bien. À mon avis, on n'arrivera pas à pénétrer la forteresse imprenable de l'audiovisuel public, et on n'arrivera pas à pénétrer non plus la forteresse imprenable de l'éducation nationale. C'est les 2 endroits qui me résistent à moi depuis 2 ans, alors que j'essaye de toutes mes forces. Donc mon enjeu aujourd'hui, c'est que chaque personne qui a appris, qui a été formée grâce à nos actions collectives, elle forme quelqu'un autour d'elle. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle, de manière un peu taquine, la blockchain humaine de l'éducation financière. Et je pense que c'est ça le mécanisme le plus puissant, en fait. Que ça se répande organiquement. Exactement. Et donc, je pense que des gens comme toi et moi, ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait, en fait, déjà sans vraiment le faire exprès, et je pense que beaucoup d'entre nous font aussi, hein. Attention, là, c'est nous, on se parle tous les deux, mais c'est une grosse équipe aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la Paris Investor Week, le monde qu'il y avait, le nombre de créatrices et de créateurs qui font un boulot remarquable. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on donne des billes aux gens pour qu'ils puissent former leurs proches. Entrer des concepts simples, tu vois, les plans d'épargne, le DCA, la diversification, les frais composés, les intérêts composés, la différence entre un PEA, une assurance vie, un PER, à quoi ça sert, dans quel cas c'est bien de s'en servir. Tous ces concepts-là, le plus on les explique avec des mots simples, le plus c'est facile pour les gens ensuite le lendemain à la machine à café au bureau, ou alors le dimanche midi en train de déjeuner avec leur cousin ou leur oncle ou leur tante,
de faire passer le message, en fait. Moi, j'ai confiance en les gens. Parce que je vois bien, en fait, ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée et pourquoi je me suis rendu compte que c'est ça qui se passait? C'est ce que j'appelle la république des commentaires. Toi, tu le sais, mais les gens le savent peut-être pas. Mais je suis tout seul à m'occuper de mes réseaux sociaux. Et ça fait 2 ans que ça dure, si tu veux. Là, j'ai un peu d'aide récemment de ma sœur. Mais jusqu'à présent, je faisais tout seul. Et il y a un truc que j'avais vraiment pas le temps de faire en étant banquier 80 heures par semaine. C'est tout simplement de regarder, en fait, les commentaires. J'avais le temps de poster, mais j'avais vraiment pas le temps de regarder les commentaires et d'y répondre. Et je me suis aperçu que de plus en plus, en fait, quand il y avait des newbies, des débutants en dessous qui disaient « mais c'est pas possible, ce qu'ils racontent, etc. », bah, t'avais une armée, en fait, de gens qui venaient répondre, bénévolement, entre guillemets, tu vois. Ouais. Des gens qui étaient déjà formés, grâce à toi, grâce à tous les autres, grâce à nous, etc. Et qui venaient répondre, en fait, à ma place. Et ça, je me suis dit, là, il se passe vraiment un truc. Les êtres humains, quand il leur arrive un truc bien, en général, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie d'en parler à leurs proches. Et donc, en fait, ça va à une vitesse délirante. Moi, je suis très enthousiaste face à ça. Je trouve ça vraiment formidable. Donc, si vous avez appris des trucs, et si cette vidéo vous apprend des trucs, demain, formez quelqu'un. Voilà, tout simplement. Alors, dans ton livre, tu as un chiffre quand même assez frappant, voire stupéfiant, 200 milliards d'euros par an. Et c'est sous-estimé. Tu dis donc que c'est l'éducation financière qui pourrait faire gagner 200 milliards d'euros par an. Donc j'ai calculé, ça fait 6 900 euros par an par foyer. Comment tu arrives à ce calcul? En moyenne, évidemment. C'est toujours pareil. C'est que si tu prends la médiane, c'est un peu différent. Si tu prends la moyenne, ça donne à peu près ça. Le premier aspect, c'est que l'argent des gens dort pour 500 milliards d'euros d'argent des foyers sur des comptes bancaires qui rapportent rien. Ouais. Ça a augmenté même. Depuis, il y a eu les derniers chiffres de la Banque de France, on est à 750 milliards sur les dépôts à vue et des comptes courants. Donc déjà, si tu leur donnes 2% de ça tous les ans, ça fait des sous, on est d'accord? Parce que 2%, c'est quoi? C'est le taux de la BCE actuellement. C'est ce que donc les banques gagnent sur cet argent. Et tu peux même conceptuellement, quelque part, doubler cette somme encore, parce que pendant qu'il dort sur le compte, l'argent, il y a l'inflation à 1 et quelques % qui vient taper dessus, en fait, en valeur. Donc si tu enlèves l'impact de l'inflation sur les 750 milliards qui dorment, et que tu rajoutes 2% brut dessus, déjà, tu as plusieurs dizaines de milliards d'euros facilement. Vraiment facilement. Ensuite, force est de constater qu'il y a quelque chose comme 3 000 milliards d'épargne investis en France par les gens, et qu'en moyenne, il y a 1,5% de frais annuels dessus. Essentiellement, assurance vie traditionnelle. Alors que tu as 90% des gérants professionnels qui font moins bien qu'un indice boursier à 0,2% de frais. Donc, en théorie déjà, tu peux redonner 50 milliards par an en frais pas payés si les gens arrêtent de payer pour un produit qui les dessert, en fait. Il y a quelques années, j'ai vu une pub que Fiat a fait et que j'aurais adoré faire pour Trade Republic, mais on n'a pas une âme de copieur, donc on l'a pas fait. C'est « il y a moins bien, mais c'est plus cher ». Et j'ai trouvé que c'était une pub de Fiat qui était parfaitement bien adaptée à ce qui se passe sur les investissements de long terme des gens. Donc là, tu peux retrouver ça. Ensuite, tu peux rajouter 20 milliards par an, minimum, d'intérêts sur les crédits conso vendus à des gens qui ont été forcés de le faire parce qu'ils n'avaient pas d'épargne de précaution. Il y en a une immense majorité de ces crédits conso qu'on aurait pu éviter et qu'on va éviter à l'avenir parce que les gens peuvent plus se le permettre. Il n'y a pas un dossier de surendettement Banque de France où il n'y a pas au moins une dimension de crédit conso ou de découvert. C'est entre 10 et 25% d'intérêt annuel. Le taux maximum qui est parfois appliqué. C'est 24 actuellement, je crois. C'est 24 pour un crédit conso ou un découvert en dessous de 3 000 euros. C'est énorme. C'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux. Et je ne citerai pas un grand banquier français qui m'a dit il n'y a pas un an, Mathias, on le sait bien que c'est une arnaque les crédits conso. En tête à tête au resto. Hein. Mais on ne peut pas faire autrement en fait. On a trop de frais, on a trop de coûts, nos systèmes sont trop archaïques, on ne peut pas faire autrement en fait. On ne peut pas s'en passer. Ça rapporte trop. Dingue. 20 milliards par an. Ouais. T'imagines? Surtout sur sur la catégorie de gens qui s'en sortent le moins bien. Après, il y a une autre dimension encore qui, moi, est très chère à mon cœur et qui va prendre plus longtemps. C'est le fait qu'une population éduquée financièrement n'accepterait plus le comportement des politiques. C'est-à-dire que
Le comportement des politiques envers l'argent des gens est scandaleux. On en a un exemple. Alors là, si quelqu'un en doutait encore, il n'y a qu'à regarder le village Potemkin de discussion budgétaire auquel on fait face actuellement à l'Assemblée nationale, c'est dramatique. Et que la différence entre le salaire brut et le salaire net en France est beaucoup trop importante. Elle est, si je dis pas de bêtises, c'est le double de certains autres pays européens, cette différence. La CSG, qui était un impôt temporaire, créé il y a 30 ans pour 1 an à 1%. Là, ils veulent la passer à 18 et quelques. Non, il y a 9,2 qui va passer à 10,6. Et C'est 18 ça. et quelques avec tous les prélèvements sociaux. Exactement. C'est ça. Merci de la précision. Tu vois, plus technique. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est que une population en fait formée à l'éducation financière, elle peut pas accepter ça. Donc nécessairement, ça rend du pouvoir d'achat et du pouvoir d'agir aux gens. Enfin bref, la liste est très longue. Ouais. Tu prends les cotisations retraite qui rapportent 0 aux gens, littéralement, puisque c'est pas investi. Bon, bah, tu crées un système de retraite par capitalisation, tu crées un modèle hybride sur 30 ans pour petit à petit le faire basculer sans impacter évidemment les boomers. Et là, je rappelle juste, une personne en moyenne en France, elle cotise 280 000 € sur toute sa vie. Sur sa carrière? Ouais. Okay. Et en ce moment, une retraite, ça coûte 350 000 €. Donc tu comprends déjà pourquoi on vient d'emprunter 500 milliards pour payer les retraites des gens actuellement. J'en profite pour glisser que quand on vous dit dans les budgets annuels « Ah, l'éducation nationale vient d'avoir 30 milliards de plus », c'est un mensonge. L'immense majorité de ces 30 milliards, ils servent en fait à payer les retraités de l'éducation nationale. Donc faites attention à ce que vous entendez. Donc cet argent-là, si au lieu d'être juste donné tout de suite aux retraités, il était investi, toi comme moi, on sait que 280 000 € sur 30 ans, bah, tu dépasses le million en fait. Sans prendre trop de risques, vraiment quoi. Tant qu'il n'y a pas évidemment un effondrement mondial. Mais bon, s'il y a un effondrement mondial, je pense que nos investissements, ce ne sera pas le plus important de nos problèmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. C'est impensable à quel point on gaspille l'argent des gens. Et donc, c'est pour ça que j'insiste autant sur l'éducation financière, parce que l'éducation à l'argent, c'est un moyen, une possibilité de rendre aux gens du pouvoir d'agir sur leur vie et d'avoir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs proches. Donc, ma conviction, c'est que si on continue d'avoir des millions de gens qui se forment au principe de base de fonctionnement de l'argent, sans idéologie, chaque année, très rapidement, on va avoir un vrai remplacement des élites par des gens formés. Et dans une dizaine d'années, je maintiens, si on fait tout ça, c'est 200 milliards par an qu'on rend aux gens. Donc voilà, on nous embête avec le budget pour 30 milliards d'économies. Là, il y a une solution où on a besoin de personne, il suffit de former tout le monde. Et en quelques années, on peut récupérer 200 milliards d'euros par an de pouvoir d'achat en plus. Tout simplement. C'est des chiffres, ils sont dans mon livre. C'est démontré, je les ai travaillés évidemment avec des économistes. J'ai participé moi pendant 15 ans à des travaux de club de réflexion à Paris. Ma formation initiale c'est Sciences Po à Aix-en-Provence. Donc j'ai une appétence pour ces sujets-là aussi. Et donc de voir à quel point le système est inefficace. Je veux dire, c'est comme si toutes les bagnoles de l'État, c'était que des 4x4 diesel. C'est comme si on n'avait réparé aucune canalisation d'eau dans les villes de France. C'est ça, littéralement, l'argent des gens. Donc, toi, comment on le sait, c'est un gaspillage gigantesque. Et là, je pense que si là, c'est pas clair pour tout le monde, qu'on peut plus se le permettre, je sais pas ce qu'il faut de plus, si tu veux. Là, notre pays vient d'être dégradé, notre dette est passée dans la catégorie moyenne, on est surendetté. Enfin, je veux dire, si là, les gens voient pas, les gens le voient en fait. Il y a les 2 tiers des Français qui veulent une retraite par capitalisation en France. Donc, le vrai point de blocage, il est en haut, et en haut, ça va sauter assez rapidement, je pense. Typiquement, tu vois, moi, mes parents, ils ont commencé à travailler il y a 45 ans. Aujourd'hui, ils ont une retraite. Bon, tout s'est bien passé. À peu près. Tout s'est bien passé à peu près. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une urgence à prendre en main ces finances, notamment sur le plan sur le système des retraites qui est à bout de souffle? Est-ce qu'il y a d'autres urgences qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment d'y aller? Il y a 2 raisons majeures. La première raison, c'est que le système financier français public est à bout de souffle. Et donc, dans les 10-15 ans qui viennent, il n'y a pas de cas où les aides publiques, les retraites, le soutien à l'économie baissent pas. C'est inévitable. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent se vendre à eux-mêmes des mensonges et y croire, nos amis politiques, s'ils veulent, mais la réalité, c'est qu'il y a un mur, que le mur, on y va à pleine vitesse, que les mecs qui pilotent, ils ont fermé les yeux et qu'ils attendent l'impact. Donc il y a un moment donné, dans les années qui viennent, où il va falloir
avoir soi-même plus d'argent. La raison principale, ça va être la retraite, évidemment, mais pas que. Ça va aussi être de pouvoir financer les études de ses enfants si un jour il y a de moins en moins d'aide et que le système d'éducation est de plus en plus cher. Ça va être de pouvoir avoir un cadre de vie agréable. Enfin, La santé. il n'y a pas de politique de logement en France, donc les prix de l'immobilier, ils vont augmenter 1,5 fois plus vite qu'aux États-Unis, en France, dans les 15 ans qui viennent. Il n'y a aucune politique de logement en France. Alors qu'ils ont déjà bien monté ces 15 dernières années. La politique d'énergie, c'est une cata. Il est certain que pour avoir le même niveau de vie, pour avoir la même qualité de vie dans les années qui viennent, du fait de l'incurie politique, il va falloir avoir plus d'argent pour soi. L'autre enjeu, qui est moins clair à mon avis, et on ne sait pas trop encore, mais qui pour moi est évident, c'est l'arrivée de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la robotique dans le monde du travail. Pour l'instant, les études tablent sur 5 à 10% des jobs qui disparaissent en 15 ans. Une réponse, si on suit la pensée anticapitaliste à ça, est le revenu universel. Le revenu universel a besoin pour ça de finances publiques extrêmement solides. Par exemple, en Norvège, où le pétrole a alimenté un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand, fonds souverain du monde, et où les Norvégiens, s'ils le voulaient, pourraient tous arrêter de travailler. Donc, dans un pays comme ça, c'est pas grave. Dans un pays comme les Pays-Bas, où le système de retraite, c'est l'équivalent d'un grand DCA collectif pour tout le pays, hein. Le système de retraite, c'est ça. Bon, bah, ils ont le meilleur système de retraite d'Europe. Pour eux, c'est pas un problème. Mais pour nous, voilà. Donc, pour moi, le revenu universel, dont on aura peut-être un jour besoin du fait de l'automatisation de l'économie, de la robotisation de l'économie et du rôle de l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde soit actionnaire. Parce que si les entreprises continuent à prospérer, entre autres grâce à la tech, bien elles vont continuer à verser des dividendes. Leur valeur va continuer à augmenter. D'ailleurs, les résultats d'entreprise sont excellents en 2025. Et donc, si tout le monde est actionnaire de ça, on poursuit, si tu veux, la logique lancée dans les années 60, au tout début des années 60 par le général de Gaulle, quand il crée l'intéressement et la participation. C'est une société où les gens participent. C'est le cas, par exemple, en Allemagne. En France, il y a beaucoup d'actionnariat salarié. C'est très bien, il faut le poursuivre, le développer encore plus. Mais il faut surtout un actionnariat citoyen. Que tout le monde, en fait, puisse bénéficier des fruits de la croissance économique. Donc, quand on a ce contexte-là, il me semble effectivement urgent d'apprendre à prendre son argent en main. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir trader, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir entrepreneur, ça veut juste dire que de la même manière, je caricature, mais qu'on arrête de laisser l'eau couler quand on se brosse les dents, bah, il faut arrêter de laisser de l'argent se faire embarquer par les banques, par l'État inefficacement. Il y a des petits réflexes à avoir au niveau de ses finances, il y a des choses à apprendre forcément, mais c'est simple. C'est simple. C'est vraiment facile en fait. C'est pour ça que j'insiste autant sur la dimension émotionnelle, sur le pourquoi, sur la motivation. Parce que moi, je sais, j'ai vu que quand les gens font le pas pour s'y mettre, après, ils y arrivent. Donc oui, c'est urgent, ça c'est clair. On prend une personne, imaginons, elle a compris que, il fallait prendre en main son argent parce que il y a le problème des retraites, il y a le problème en fait, de toute l'aide publique qui pourrait, dans différents domaines, disparaître ou en tout cas s'amoindrir. Et donc, elle a compris aussi qu'il faut commencer aujourd'hui parce que plus tôt tu t'y mets, mieux c'est, mieux tu profites des intérêts composés, etc. Le problème, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore, déjà qui voient l'investissement que sous le prisme de l'immobilier en France. La pierre, c'est vraiment tu vois, c'est l'investissement que tout le monde... C'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Mais une pression limite sociale de t'as acheté ta maison, t'as acheté ton appart, etc. Ouais, c'est vrai. Mais dans le même temps, t'as le financement qui a explosé, donc ça coûte très cher aujourd'hui de se financer à la banque. T'as les prix de l'immobilier, comme tu as dit, qui ont beaucoup augmenté et qui peuvent, dans les années à venir, continuer d'augmenter. T'as une forme, en fait, de grande privation pour toute une génération. Pour toi, comment on fait pour faire comprendre aux gens la puissance de l'investissement, notamment la puissance de l'investissement en bourse? Alors déjà, si j'avais une baguette magique en France, je changerais la méthode de calcul du CAC 40. Ça paraît bête comme ça a un impact culturel colossal. Ouais, je vois où tu vas venir. Tu demandes à n'importe qui dans la rue où en est le CAC 40, les gens ont en tête qu'en gros, il est revenu au niveau de 2000. Et dans tous les médias... Avant la bulle... Dans tous les médias... Avant la bulle Internet. Grand public, j'entends, on va te dire, la bourse est revenue au-dessus des niveaux de 2000. Sauf que c'est une spécificité du CAC 40, puisque le CAC 40 est calculé sans les dividendes.
Et quand tu rajoutes les dividendes, donc le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, il est à combien? 25 000? Ouais, il a... Un truc comme ça? Sans dividende, il doit être à combien? Il est à 7 ou 8 000? Là, on est à 8 000 et quelques. Voilà. On est autour des 8 000. Et avec les dividendes, en fait, il n'a pas pris un peu par rapport à 2000. Il a quintuplé. Le CAC 40, depuis sa création, en moyenne, c'est 7% par an. Voilà, ça, c'est les chiffres. Mais personne ne peut le voir. Donc, ça paraît bête comme ça, mais je t'assure que l'impact culturel est colossal. Ensuite, la période actuelle de taux très élevés et le fait que les finances publiques se dégradent en France et que donc les taux de crédit immobilier, même s'ils baissent dans le reste de l'Europe, ils risquent de rester élevés chez nous, va forcer les gens, entre guillemets, à s'ouvrir les œillères et à voir le reste. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui voient leurs frères, leurs sœurs, leurs cousines, leurs collègues de bureau, qui a un plan d'épargne en ETF. Il y en a plus d'1 million qui tournent chez nous en France. Donc, à mon avis, c'est comme ça, de point à point, que ça va se faire par l'exemple. Donc, j'encourage toutes celles et ceux, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur niveau de compétence, et même s'ils ne s'en sentent pas capables, s'ils ont commencé à investir de manière diversifiée, je les encourage à essayer de sensibiliser une personne. Ça suffit, si chacun le fait, ça ira très vite. Donc, pour moi, montrer la diversité des possibilités, l'expliquer simplement comme on le fait toute la journée, et aller chercher encore plus d'émissions de télé grand public, aller chercher les journalistes audiovisuels qui ont un impact énorme sur l'opinion publique, et petit à petit ensuite aller chercher peut-être des réformes. Ça serait bien par exemple qu'il y ait un PEA pour les enfants. Pourquoi il n'y a pas un PEA pour les enfants? Ouais, pourquoi cette limite d'âge à 18 ans? C'est absurde. Ceux qui ont le plus besoin qu'on investisse pour eux et qui ont le plus de temps devant eux, pour qui donc c'est le moins risqué d'investir, parce que plus tu as du temps devant toi, moins c'est risqué d'investir statistiquement. Ben, c'est les enfants. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et après, c'est des marqueurs aussi, je pense. Donc la France est une société très particulière, qui est à la fois très verticale, mais aussi très horizontale. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours cette opposition entre la République d'un côté, très verticale, et le peuple français, très horizontal. Et il y a les deux dans notre société. Et donc je crois beaucoup, moi, à la diffusion horizontale, point à point, comme une blockchain humaine. Mais il y a aussi en France quand même ce qu'on appelle des leaders d'opinion importants. Et là, moi, je veux saluer celles et ceux qui prennent des risques pour ça. Julien Courbet, il nous a fait confiance, il a fait une émission à la télé d'éducation financière. Voilà. Capital Épargne, ça s'appelle, sur M6. Ça a été diffusé pendant 4 mois en 2025, à 20h30, sur M6. C'était une réussite? Les gens ont aimé? Un énorme carton. Trop bien. Avant Scène de ménage, présenté par Julien Courbet. Il s'est engagé. Il a du courage de le faire quand même, malgré tout. Là, en ce moment, je fais des vidéos d'interviews de vrais gens sur YouTube avec Karine Le Marchand. Et on pose des questions à des vrais gens de comment ils vont avec leur argent, de comment ils le gèrent, de qu'est-ce qu'ils font de bien, pas bien, qu'est-ce qu'ils aimeraient connaître. Et je peux t'assurer que Julien Courbet et Karine Le Marchand, ils collaborent pas avec Trade Republic uniquement parce que Trade Republic a la capacité à payer ce type de collaboration. Ils sont convaincus de l'importance de l'éducation financière. Récemment, il y a de plus en plus d'élus qui me contactent. Des élus politiques qui me contactent. Donc, j'essaye de les évangéliser aussi, de leur expliquer, etc. Qu'est-ce qu'ils te demandent, les élus? Eh ben, c'est quoi ce phénomène? Pourquoi vous dites ça? Parce que il t'aura pas échappé que parfois j'envoie assez lourd quand même sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'ose. Ils ont compris le mouvement de l'éducation financière en France? Pas tous, mais certains oui, ça commence. On a le temps. Moi, je suis très têtu et j'ai du temps devant moi. Et j'ai la chance d'avoir derrière moi Trade Republic, qui est une entreprise qui a beaucoup de succès. Je suis très têtu, moi, tu sais, je vais continuer à taper dedans jusqu'à ce que ça passe. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Okay. Mine de rien, quand tu prends ton argent en main, en général, tu te sens mieux, tout simplement. L'enjeu pour moi, à ce stade, c'est de convaincre un maximum de leaders d'opinion de relayer le message, parce que comme ça, on diffuse vraiment de manière maximale. Quoi. Est-ce que tu penses que les banques aussi ont un rôle à jouer? Ou est-ce qu'il y a une réforme à faire? Parce que c'est vrai que quand tu connais pas grand-chose encore, tu vois. J'y ai même pas pensé. Non, mais c'est vrai quand ça veut dire un truc, hein. J'y ai même pas pensé, Mathieu. Ouais, tu as même pas pensé, mais pourtant c'est le réflexe de beaucoup de gens, beaucoup de Français. Quand ils veulent prendre en main leurs finances, ils vont voir leur banquier. Qu'est-ce qu'il y a à faire de ce côté-là, tu penses? À ce stade, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de leur apporter de la concurrence
pour qu'elles se réforment. Parce que la vérité qui est triste et qui n'est pas celle des banquiers du quotidien, qui sont pour beaucoup des amis, et qui font bien leur boulot autant qu'ils peuvent et qui aident plein de gens. Et tu vois, c'est pas du tout une profession que j'ai envie de critiquer, parce que c'est aussi des gens qui sont au contact de la population toute la journée et qui les aident, quoi. Donc faut quand même pas, tu vois, c'est important d'être juste, tu vois, autant que possible, quoi. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de produits vendus par les banques aujourd'hui qui sont pas forcément très bons pour les gens, que ces entreprises sont des entreprises qui ont un vrai problème avec l'IT, avec la tech. C'est en train de changer pour certaines d'entre elles, mais il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui sont en fait un empilement de 20, 30 systèmes d'information. Ma conviction personnelle, économique, entre guillemets, macroéconomique de moyen terme, c'est que la seule chose qui est bonne, c'est la concurrence. Et donc des Revolut, et donc des N26, et donc des Trade Republic, et des Bourseaux, et des Fortunéo, et tu vois, qu'on apporte une forme de concurrence à cette industrie pour qu'elle puisse se réformer. Le sujet, c'est le sujet du modèle de la banque universelle en Europe. C'est-à-dire que les banques en Europe sont des banques universelles, elles font tout. C'est donc des entreprises énormes qui ont des coûts énormes. Tu veux dire, elles font tout, elles font les crédits, les Tout, dépôts, l'investissement. La banque universelle. Ok. C'est très solide. Et ça finance bien l'économie. Mais force est de constater que ça ne sert pas bien les foyers. Est-ce qu'il faut que des acteurs comme nous émergent pour servir les foyers en s'appuyant, comme on le fait nous, sur les banques existantes, qui, du coup, ont un rôle qui évolue, en fait. Peut-être que c'est tout simplement une reconstruction un peu du modèle bancaire européen qui est engagé et qui peut, sans drame, sans pour autant arrêter de financer l'économie, sans pour autant arrêter d'être solide et de rassurer tout le monde aussi. C'est indispensable d'avoir des banques fortes, tu vois. Peut-être qu'une recomposition de la manière dont les banques travaillent ensemble et de la manière dont les établissements se spécialisent, ça peut rendre le système meilleur. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas demander à des banques de faire de l'éducation financière du grand public comme on le fait toi et moi, alors que ça serait scier la branche sur laquelle elles sont assises. Et on a besoin de banques solides pour financer les boîtes. Moi, je crois beaucoup à un truc très simple. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire, quand il y a un besoin, en général, il y a une offre qui arrive. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Les finfluenceurs, il y a 10 ans, ça n'existait pas, aujourd'hui, il y en a plein. Les banques en ligne, il y a 15 ans, ça n'existait pas, aujourd'hui, il y en a plein. Les plans d'épargne en ETF, il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était. Même moi, j'y croyais pas une seconde. Aujourd'hui, il y en a 20 millions en Europe qui tournent. Ouais, c'est énorme. La nature a horreur du vide et les gens, ils ont un truc que nos élites ont un peu oublié actuellement qui s'appelle du bon sens. Et donc, ils cherchent des solutions. Et comme ils cherchent des solutions, il y a des gens comme toi et moi qui cherchent des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne. À mon avis, les choses sont assez bien engagées, en fait. Et il faut espérer que la transformation du modèle bancaire européen vers un modèle qui est capable de servir et la solidité de notre système en Europe pour qu'on soit souverain et le financement des entreprises, parce qu'en Europe, elles n'ont pas appris à faire des obligations et à se coter en bourse, et les particuliers, à mon avis, ça sera grâce à la concurrence. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que les banques actuelles aident aussi beaucoup de populations en grande difficulté financière. Il ne faut pas oublier que toutes les personnes âgées, les plus âgés, ils ne vont pas pouvoir venir sur Trade Republic ou une banque en ligne. C'est sûr. Et voilà, mon problème à moi, c'est l'impact macro que ça a. Mon problème à moi, c'est tous ces foyers dont l'argent part en fumée. Mais il y a aussi des choses très bien que font les banques actuelles. Tu vois, je veux dire, il faut être juste. On n'est pas Uber, si tu veux. On ne va pas disrupter l'industrie bancaire à la hussarde. C'est pas vrai. Si on fait ça, on va en prison. Donc c'est un travail collectif, c'est un travail de concurrence, c'est un travail dur, parce que c'est une grosse responsabilité quand tu portes une licence bancaire personnellement. Et c'est un travail qui, à mon avis, doit être le plus collectif possible. Est-ce que les banques doivent évoluer ? Oui. Est-ce qu'elles ont assez évolué depuis 20 ans ? Non, pas pour les particuliers. Pour plein d'autres aspects, oui, mais pas pour les particuliers. Et ça doit changer. On parlait du tabou de l'argent en France au début. Tu parlais notamment que encore une grosse partie de la population trouve l'argent sale. 30% à peu près. 30%. Ouais. Le tabou, moi, je trouve que ça crée plein de freins pour tout un chacun. C'est-à-dire que quand tu connais pas le salaire de tes collègues qui ont peut-être renégocié leur salaire, toi, tu te dis pas, effectivement, je mérite aussi peut-être une renégociation de salaire. Et donc, tu gagnes moins que ce que tu mérites vraiment, par exemple. Quand tu parles pas d'argent autour de toi, avec tes amis, avec tes collègues, tu te files pas les bons tips et les bons conseils, et donc du coup, tu restes aussi dans des erreurs. Quand tu parles pas d'argent aussi avec la personne avec qui tu vis, l'argent, c'est la deuxième raison de divorce en France.
ça crée plein de problématiques. Ça crée du malheur, mon vieux. Ça crée du malheur. Ça crée du malheur, le tabou autour de l'argent. Voilà. Ça crée du malheur humain. Voilà, c'est ça que ça fait. C'est tout. On parlait en off tout à l'heure de youtubeurs comme Thibaut InShape qui arrivent sur des plateaux télé et exposent leurs revenus, leur chiffre d'affaires, etc. et en sont fiers. Et ça, c'est encore une mentalité en France qu'on n'a absolument pas. Peut-être c'est un petit peu... C'est en train de changer. C'est en train de changer. On est en plein dans le... je le vois moi autour de moi et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent le voient autour d'eux aussi. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce tabou et comment on pourrait le briser plus vite en France? C'est un processus culturel et émotionnel. Donc on ne pourra pas le briser plus vite. Et peut-être qu'il ne faut pas d'ailleurs. Peut-être que les choses se font naturellement et que c'est bien comme ça parce qu'il faut que les gens aient le temps de s'adapter aussi. Donc déjà, il y a un phénomène évident qui contribue à faire disparaître le tabou autour de l'argent, c'est le recul de la foi religieuse en France, entre autres de la foi catholique. Parce que l'origine du tabou de l'argent, c'est la foi catholique. Parce que dans la religion catholique, l'argent est sale. Ce qui n'est pas le cas chez les protestants. Hein. Chez les protestants, la réussite matérielle est un signe que tu t'es bien comporté en tant que chrétien. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la foi catholique. C'est un peu le même phénomène aujourd'hui, toute proportion gardée évidemment, avec certains grands présentateurs télé de chaînes publiques qui me disent à moi, Mathias, moi je gagne trop d'argent pour avoir le droit d'en parler à la télé. Ils ont peur en fait d'attirer l'attention sur ça. Ce phénomène-là recule. Bon, première chose. Deuxième chose, les gens ont besoin de plus de thunes. C'est aussi simple que ça. La nature a horreur du vide et il y a un besoin. Donc quand on a vraiment besoin, t'en parles. Il y a eu un autre phénomène, c'est l'anonymat des réseaux sociaux qui est une catastrophe civilisationnelle, hein, l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais n'empêche, ça a permis aux gens de parler d'argent aussi au début. C'est vrai. C'est pas toi qui parles, c'est ton pseudo. Voilà. Sur Twitter. Entre autres, mais pas que. Ouais. Il est évident aussi qu'on assiste à une forme de recul de la pensée anticapitaliste aussi en France, qui était ultra dominante jusqu'à il y a peu. Et c'est moins le cas actuellement. Évidemment, les difficultés des finances publiques aussi. Hein. Ça force à parler d'argent. Hein. À mon avis, les choses sont en train de se faire assez naturellement. Le tabou est en train de reculer. Et puis après, il y a un autre phénomène qui est évident, c'est que c'est un renouvellement générationnel. Moi, je le vis depuis 5 ans, sans doute toi aussi. Je dis la même chose à quelqu'un de 40 ans et à quelqu'un de 25 ans. Celui de 25 ans, il me dit « Ok, je vais creuser, ouais, je m'y mets, comment je peux faire pour me former, qui je peux suivre, etc. » Celui de 40 ans, il me dit « Je pense que tu as raison, mais je vais quand même demander à mon banquier. » Ou « Ouais, mais c'est pas pour moi. » La réaction n'est pas la même, tout simplement. Ouais. Force est de constater qu'on assiste aussi à un renouvellement générationnel en politique. Il y a de plus en plus de leaders politiques qui ont aujourd'hui 35 ans, qui comprennent tout ça parce qu'ils nous suivent, en fait. Ça aide, je pense aussi beaucoup. Pareil dans les rédactions. Je ne te citerai pas le nombre de journaux avec des jeunes journalistes de 25-30 ans qui viennent me voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Les jeunes investissent en bourse, on peut en parler. Et ensuite, ils m'appellent pour me dire je suis désolé, mon article a été censuré par mon rédacteur en chef. Ok. De 55 ans ou de 60 ans. Ouais. Histoire vraie, une émission du service public télé en France. Une jeune journaliste qui veut faire une émission sur « L'argent fait-il le bonheur ?» Bon, ça me paraît... Elle est gentille, elle vient me voir, elle m'invite. On prépare l'émission. Une semaine avant, c'est annulé. Remplacé par une émission sur une femme qui vit sur un bateau avec 200 € par mois, mais qui est très heureuse. Voilà. C'est le rédacteur en chef, là aussi. Mais ce renouvellement-là, il est en train de se faire. À l'heure actuelle, même un marché baissier de 3 ans où ça perd 40%, ça peut pas arrêter le mouvement, je pense. Ouais, ok. Même ça peut pas arrêter le mouvement. Tu sens vraiment là qu'il y a un shift culturel. C'est inarrêtable. Surtout de la génération là qui a 20-30 ans, quoi. Et celles et ceux qui auront été les premiers à briser ce tabou peuvent être fiers d'eux. Voilà. Ils n'auront pas de médaille, mais je pense que c'est bien ce qui a été fait. Et donc voilà, je suis évidemment pas d'accord avec tout ce que fait Thibaut InShape, mais le fait qu'il ait eu le courage de faire ça. Sur France Inter, je crois. Je sais plus. Ouais, il me semble France Inter. C'est un kamikaze. Ou RTL. Si c'est RTL, il a pris moins de risques, je sais plus. Mais s'il est allé sur une radio objectivement de gauche, il a pris un risque énorme en faisant ça. Pour moi, ce phénomène n'est plus arrêtable à l'heure actuelle, et c'est une bonne nouvelle. Et on a encore un peu de temps, c'est ça. Mais si on faisait rien, c'est un appauvrissement de l'ordre de 20 à 30% de niveau de vie en Europe dans les 30 ans qui viennent. Hein. À nouveau, la nature a horreur du vide. Les Français sont malins, c'est un peuple qui est créatif, qui est actif, qui est très dynamique. Et donc, il est en train de se passer tellement de choses dans le pays. Et il manque plus qu'une grosse asso et on sera bien. D'ailleurs, il y a une croissance folle de l'éducation financière un peu partout en Europe.
Mais par contre, la France, de base, part de plus loin que plutôt ses voisins. Si on regarde notamment une étude sur le nombre d'investisseurs en ETF, la France était parmi les dernières de la classe. Par contre, en termes de croissance, on avait une croissance folle, x2 en 1 an d'investisseurs en ETF. Donc là, on voit... on voit effectivement hein, ton travail. Et sur cette étude, c'est l'étude de BlackRock dont tu parles, la France a la base d'investisseurs en ETF la plus jeune d'Europe. Si tu fais x2 chaque année, en termes d'intérêt composé de l'éducation financière, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très vite. Moi, je suis aussi très content qu'en France, on ait une éducation financière saine. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, sur YouTube, fin 2019, je peux t'assurer que la très grande majorité des gens qui faisaient de l'éducation financière sur YouTube, c'était des gens qui étaient à Dubaï, c'était du trading, c'était des actions à dividendes parce que là-bas, ils ne sont pas fiscalisés. Et aujourd'hui, quand je vois le marché de l'éducation financière... On a fait le ménage, mon vieux. Il y a un ménage incroyable. On a fait le ménage. Et le bon message est passé. Et l'État ne s'en est pas occupé. Et l'État s'en est pas occupé. Les on ETF, les frais faibles, le long terme, investissement bon père de famille, le bon mère de budget, famille. l'épargne de précaution, voilà. Exactement. Alors en préparant l'interview, on a récolté aussi quelques questions des abonnés. Allez, donc je fais des lives, moi, tous les dimanches à 18h. Hein, s'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas, le dimanche à 18h, je prends toutes les questions qui arrivent. Alors, à quand des livres pour enfants sur l'éducation financière ? Moi, j'en cite toujours 2, mais il y en a d'autres. Je cite des jeunes entrepreneurs d'Orléans qui ont créé une société qui s'appelle EasyWup, EasyWup, et ils ont fait le EasyBook pour enfants, et mes enfants s'en sont servis, donc je peux témoigner que c'est très bien fait. Ensuite, il y a Grégory Guillemin qui a lancé une association à but non lucratif en Belgique, et qui, avec cette association, a créé un cahier d'activités pour enfants, pour apprendre l'argent aux enfants. Les enfants utilisent beaucoup les boîtes à histoire, tu sais, où tu peux télécharger des épisodes pour enfants, mes enfants en tout cas utilisent, et je crois qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça aussi. Donc le format audio, pour expliquer l'argent aux enfants, ça va être possible aussi. Et puis après, il y a un phénomène très simple, c'est que les parents qui ont été éduqués financièrement, ils s'occupent d'éduquer leurs enfants, en fait. Ouais. Et je crois que ce qu'on peut faire de mieux pour les enfants, c'est d'éduquer les parents. Les parents sont très demandeurs aussi de savoir comment faire. Clairement. Ah ouais, nous, on nous pose beaucoup de questions là-dessus. Et c'est vrai que un super cadeau qu'on peut faire à ces enfants, c'est de leur donner une éducation financière et même d'investir un petit peu aussi pour eux dès la naissance, c'est génial. Ah bah ça peut tout changer, ouais. Et j'espère que l'État le fera un jour, d'ailleurs. Ouais, et comme tu disais, j'allais justement venir sur ça, l'éducation nationale, par contre, pour l'instant, tu savais que sous la Troisième République, on apprenait à l'école les intérêts composés. Pourquoi on l'a enlevé, ça ? Ah bah non, tu me l'apprends. Ben voilà. Bah oui. Question suivante, comment tu vois l'évolution de l'investissement avec l'IA ? Je pense que l'IA, au-delà de juste, pas spécialement sur l'investissement, mais sur la gestion globale de ton argent, va pouvoir aider. Et j'espère qu'il y aura petit à petit des outils d'IA dans les banques, dans les applis type Trade Republic, pour aider les gens à optimiser encore plus, tout simplement. Voilà, je ne pense pas que l'IA puisse remplacer, ou doive même remplacer, les décisions humaines de où est-ce que j'investis, tout simplement. Et je ne crois pas que l'IA pourra nous faire du trading, parce que même l'IA serait soumise à la surprise du marché, en fait. Aux événements imprévisibles, en fait. Évidemment. Et puis même, il y a un phénomène tout bête, mais si l'IA te dit d'investir le 15 mars sur Apple, tout le monde va investir le 14, et le 13, et le 12, et le 11, et bien avant, et l'opportunité aura disparu. Le marché va être pénible pour l'IA. Il est dur, le marché, pour l'intelligence humaine déjà, mais l'IA va probablement se casser les dents sur le marché. Après, sur des stratégies algorithmiques très spécifiques, de hedge fund, de machin, bien sûr que ça aide. Mais l'IA peut nous aider aussi à apprendre, forcément, un peu. Mais à mon avis, c'est surtout pour t'aider, tu vois, une fois par mois, te dire, voilà, ton budget, tu peux le faire comme ci, tu peux le faire comme ça. Tu vois, ça, je pense que ça va être une aide plus au pilotage, en fait. Je le vois surtout sur le budget, moi. Ou quand tu dois faire un grand choix, tu vois, quand tu dois choisir, par exemple, entre 5 crédits IMO différents, une IA peut t'aider à voir plus concrètement, plus facilement, l'impact réel de ces 5 scénarios-là, en fait. Ça va être un bon outil. Hein. Pour le budget, il pourrait y avoir aussi une IA qui pilote, qui t'alerte dès qu'elle voit une optimisation ou qu'elle voit quelque chose. Bien sûr. Ouais, non, il y a une vraie utilité. Je sais qu'il y a plusieurs projets en ce moment en France d'assistants IA sur ton budget, etc., qui sont en train de se développer. J'ai un copain avec qui je passe sur BFM Business qui est en train de lancer un agent IA pour analyser ta fiscalité. Ça, c'est évidemment pour les plus riches d'entre nous. C'est un enjeu d'aide à la lecture, je dirais, voilà. D'aide au pilotage, d'aide à la lecture, d'aide à la compréhension. Parce que la barrière des pourcentages est quand même très dure à passer pour l'immense majorité des gens. La barrière du jargon aussi. Et donc l'IA peut considérablement aider à casser ces deux barrières.
Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, si votre banquier vous dit un truc que vous ne comprenez pas, c'est pas de votre faute. C'est lui qui vous a mal expliqué. Voilà. Et si vous comprenez pas, il faut le dire. Des fois, c'est parce que lui-même ne comprend pas. Parce que des fois, c'est des produits complexes. C'est pas moi qui l'ai dit ça. Mais moi, je le dis. Et parfois, c'est aussi pour jouer de l'ignorance du client. Donc voilà, ouais, non, soyez critiques et demandez des explications clairement. Est-ce que Trade Republic va vers le modèle, la banque à tout faire, comme tu disais tout à l'heure, la banque universelle? Non, pour une raison simple. Tout ce que l'on développe, nous, ce sont des produits qui permettent aux gens de faire grossir leur argent. Donc il y a des produits qu'on n'a pas vocation à lancer. Est-ce que Trade Republic va continuer à fournir des outils pour encore plus diversifier et encore plus optimiser son argent? J'espère. Et je le crois. On en a les moyens. Est-ce qu'on a une priorité très claire actuellement sur la refonte complète de notre service client? Oui. Donc on a lancé énormément de choses dans énormément de pays. On s'est fait assez largement dépasser par la croissance, qui a été 3 fois supérieure à ce qu'on aurait pu imaginer alors qu'on était déjà très ambitieux. Donc il faut que les gens comprennent que c'est une croissance qui est complètement dingue. C'est délirant ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, t'as beau avoir beaucoup d'argent comme nous, t'as beau être très concentré sur tes clients comme nous, il y a une réalité factuelle, c'est que c'est pas une question d'embaucher des gens pour s'occuper de ton service client en fait, c'est une question de changer complètement la structure de ton service client. Et ce type de projet, même quand t'es très concentré, même quand tu vas très vite, même quand t'investis des dizaines de millions d'euros là-dedans, ça prend 6 mois. Donc là, on a fini les lancements produits pour cette année. C'est parfaitement clair. On a d'ailleurs rien dans le pipe dans les semaines qui viennent. Par contre, on est en train de travailler très très dur à une refonte complète de notre service client pour que on soit plus à 99,9% de clients satisfaits comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'il y ait 100% de gens qui trouvent une réponse à chaque fois. Et ça nous permettra ensuite d'embrayer sur une nouvelle phase de croissance. Est-ce que l'assurance vie est un bon produit ? L'assurance vie, même s'il y avait 0 frais dedans, c'est un produit dont la fiscalité est avantageuse, effectivement, mais surtout pour la transmission. Est-ce que nous, avec une base client qui a en moyenne 32 ans de moyenne d'âge, notre enjeu principal, c'est la transmission? Peut-être pas. Est-ce que le crédit immobilier est un outil efficace quand il n'est pas trop cher pour se constituer un patrimoine avec sa résidence principale? Bien sûr. Est-ce que le PER peut être un bon produit pour une petite partie de la population en défiscalisation, etc.? Bien sûr. L'assurance vie permet aussi d'avoir une enveloppe avantageuse fiscalement, un peu comme le PEA, avec l'abattement, etc. Et de pouvoir mettre dedans plus que des actions. C'est vrai aussi. Donc, c'est vrai aussi. Pourquoi pas. C'est vrai aussi. Le livret bancaire, effectivement, ça serait utile qu'on ait un livret A, parce que c'est réglementé. C'est très pénible à proposer un livret A quand tu es une banque étrangère en France. C'est très difficile, donc on y travaille. Les SCPI, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière pour nous de proposer de l'immobilier à nos clients. Ouais. À ce stade. Après, c'est aussi franco-français un petit peu. Donc. Il y a une nouvelle législation avec LTIF 2. Bon, il y aura des choses à faire peut-être de manière pan-européenne, même avec des fonds comme des SCPI. Bon, vous verrez. On verra. Là, on a déjà proposé 2 fonds de private equity avec EQT et Apollo. Ça fait 3 ans que j'entends tous les pouvoirs publics d'Europe et les journalistes dire il faut rendre le private equity accessible au grand public. Et quand tu le fais, tu te fais agresser, quoi. Donc évidemment, c'est pas facile d'être les premiers à proposer ça à un aussi grand public. Et j'en profite pour faire un message de sensibilisation. Les fonds de non cotés, c'est pas comme des ETF. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour le plus long terme. Il y a moins de liquidité dedans, voire pas de liquidité. Donc voilà, c'est pas là qu'il faut tout mettre, c'est pas une martingale, voilà. Pour finir, c'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Je demande à chacun de mes invités un petit secret, ou en tout cas le meilleur conseil qu'ils garderaient s'ils devaient en garder qu'un seul. C'est quoi ton secret d'investisseur, Mathias? Je suis obligé de faire la différence entre ce qui me concerne moi personnellement actuellement et ce que je pense qu'il faut faire pour l'immense majorité des gens. Pourquoi? Parce que moi je suis dans une situation très particulière qui est celle d'un entrepreneur. Moi j'ai une large partie de mes actifs qui sont en fait en titre Trade Republic, si tu veux. Et c'est une situation très particulière, très concentrée, très risquée, que je fais en connaissance de cause parce que Trade Republic a le succès qu'elle a et parce que c'est aussi un engagement collectif avec une quinzaine de dirigeants dans cette entreprise. Donc c'est une situation très particulière qui est entrepreneuriale. Mais j'ai ma résidence principale, j'ai évidemment un PEA, etc., etc. Aujourd'hui, je suis très concentré, tu vois, ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire, mais des Trade Republic, il n'y en a pas eu 50. Mais ce qui a marché depuis 2 ans, là, c'est d'être diversifié sur des actions américaines, européennes et asiatiques, d'avoir de l'or et du bitcoin.
Et ça tombe bien, c'est ce que font une immense majorité de nos clients. Je n'arrive pas encore à intéresser les gens aux obligations, alors que c'est une super classe d'actifs qui peut être vraiment utile. Pour moi, ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est quoi ? C'est qu'il y a de plus en plus d'incertitudes et que donc il faut être de plus en plus diversifié. Donc le seul conseil que je peux vous donner, moi, pour l'immense majorité du grand public, c'est diversifier au maximum. Au maximum. Et d'ailleurs, l'année 2025 en est un exemple, mais parfait. En 2024, on te dit, il n'y a plus qu'aux US qu'on peut investir. Premier semestre 2025, personne ne l'a vu venir. L'Europe surperforme. Ouais. Même moi, tu l'avais vu, toi ? Enfin, je veux dire, l'or, 50% de croissance depuis le début de l'année. Le Bitcoin, ah non, il vient de tout reperdre. Mince. J'espère que quand la vidéo sortira, il sera remonté, mais le MSCI World, c'est bien pour commencer, mais c'est pas encore assez diversifié. Donc voilà, des actions américaines, des actions européennes, des actions asiatiques. J'espère que petit à petit, les gens vont prendre un peu d'obligations. On a des obligations américaines à 4% en ce moment. Tu vois, c'est pas ridicule, je veux dire. Donc d'en avoir un peu. Si jamais il y a un crack l'année prochaine, ça adoucit le truc. Donc des obligations à découvrir, peut-être, c'est le conseil que je peux donner en ce moment. Et de l'or, et puis pour celles et ceux qui y croient, du Bitcoin. On se rejoint en tout cas dans la philosophie de diversifier, de ratisser large. C'est aussi ça qu'on prône chez S'investir. Diversification large, investissement passif, quelques minutes par mois. On gère pas trop nos investissements et on se porte très bien. Et s'il y en a qui après veulent passer la ceinture marron et aller encore plus loin, ils peuvent, mais à condition qu'ils soient formés. On prend pas Teddy Riner en combat singulier le premier jour qu'on fait du judo, quoi. Merci beaucoup Mathias. Merci à toi.